Bonjour. Les régimes miniers au Canada et au Québec s'inspirent de la philosophie dite du free mining qui permet aux intéressés d'acquérir un titre minier appelé claim de par leur simple acquisition prioritaire du terrain visé, soit par jalonnement, c'est-à-dire par pose de piquet, ou par désignation sur carte. Or, ces régimes sont aujourd'hui confrontés à la nécessité de respecter les règles imposées par les tribunaux, en particulier la Cour suprême du Canada, se rapportant à la reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones et aux obligations gouvernementales en la matière. Comme ces règles sont d'ordre constitutionnel et ont donc préséance sur les lois existantes, l'application de celles-ci se heurte à des problèmes de taille. Selon le régime québécois en cours, et c'est la même chose ailleurs au Canada, l'appropriation du territoire à des fins d'exploration minière et éventuellement d'exploitation minière se fait au moyen, comme je l'ai dit, de désignation sur carte ou de jalonnement. Le tout se déroule de façon unilatérale de la part de la personne qui veut acquérir le terrain convoité. Et le gouvernement, ce qu'il fait de façon passive, il ne fait qu'enregistrer le claim en question. La décision la plus importante se rapportant à cette matière est celle de la Cour d'appel du territoire du Yukon dans l'affaire Ross River Dana Council contre le gouvernement du Yukon à la fin de 2012, alors qu'il a été déclaré que l'obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones s'appliquait au régime minier de ce genre. Le premier élément déclencheur de cette obligation de consulter, c'est que la couronne doit avoir connaissance, concrètement ou par implication, d'une revendication de la part du groupe autochtone en question. Dans le cas des Algonquins, on peut, même s'il n'y a pas de revendication globale en cours, on peut dire que le gouvernement est au courant de l'existence de l'affirmation des droits ancestraux par les Algonquins, d'autant plus qu'il a déjà eu l'occasion de discuter avec plusieurs membres ou certains membres de cette nation. Le Québec devrait prévoir une façon de satisfaire à cette obligation constitutionnelle, parce que ce sont les règles de la loi sur les mines qui doivent s'ajuster et s'adapter à la présence des droits ancestraux et non pas l'inverse. Tout ça parce que, je le répète, l'obligation de la couronne est constitutionnelle et donc l'emporte sur toute législation, toute politique, toute mesure que le gouvernement peut adopter ou vouloir adopter. Donc, la loi sur les mines a été effectivement modifiée quelque peu en 2013 de manière vague et générale en prévoyant une consultation autochtone. L'article principal de la modification de 2013 dit que la présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. Le ministre consulte les communautés de manière distincte lorsque les circonstances la permettent. Ça, c'est comme si on n'avait rien dit. Ça n'ajoute rien à la situation existante. Il y a un autre article un peu plus précis qui dit que le ministre élabore et publie une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier. Là, ça fait 3 ans, même plus que 3 ans. La politique n'est pas encore adoptée ou annoncée. Maintenant, on se demandait d'ailleurs comment est-ce que le ministre ferait pour avoir une politique qui respecte les normes constitutionnelles. Ce que le gouvernement a fait, il a rendu public en octobre 2005 un projet de consultation, un projet de politique de consultation. Et le document, tout en faisant état des bonnes intentions du gouvernement, parle ensuite de... Enfin, il ne prévoit absolument rien concernant l'acquisition libre des claims. Ce qu'il dit, c'est un peu amusant en un sens. Le gouvernement dit qu'il va recommander aux titulaires d'informer la communauté autochtone de l'existence de son claim. Et le gouvernement va inviter les détenteurs, les titulaires du claim, à tenir les Autochtones au courant de ces travaux d'exploration. Le projet de politique de consultation, en fait, donne l'impression que le claim et les travaux d'exploration qui s'en suivent
sont déjà autorisés et qu'il n'y a pas besoin de consultation. Parce que, et le gouvernement glisse tranquillement en disant que le projet politique fait en sorte que toute demande de permis, d'autorisation pour faire de l'exploration va être assujettie à l'obligation de consulter les Autochtones. Mais ce que le gouvernement ne dit pas dans sa politique, c'est qu'il n'y en a pas il y en avait près pas d'autorisation ou de permis de requis, parce que le claim donne la possibilité de creuser des tranchées, faire du forage au diamant, l'excavation et le reste, tout ça de travaux d'exploration sans qu'il y ait d'autres permissions à demander. Bien sûr, il y a des permissions comme des déboisements qu'il faut obtenir, mais ça c'est autre chose. Pour l'exploration, il n'y a pas de permission. Mais il reste que l'obligation de consulter fait partie maintenant du droit. Et le gouvernement ne consulte pas. Et dans sa projet de politique, il ne prévoit pas consulter non plus. Il y a quand même des solutions qui existent. Si le gouvernement voulait, il pourrait très bien soustraire à la destination sur carte ou au jalonnement toute parcelle de territoire, toute région, jusqu'à temps qu'il puisse consulter le groupe autochtone concerné. Et lorsque la consultation est terminée, à ce moment-là, il pourrait ouvrir les parties du territoire qui pourraient l'être. Mais il ne le fait pas. Alors, toute cette situation, à mon avis, oblige le gouvernement du Québec à changer ici sa manière de voir les choses. Sinon, il risque non seulement de voir ces mesures déclarées inconstitutionnelles par les tribunaux, mais encore d'être poursuivi pour négligence et en dommages par des entreprises qui verraient leurs projets mis en péril par des groupes autochtones qui démontreraient qu'ils n'ont pas été convenablement consultés et accommodés. Alors, merci de votre attention.